Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le podcast de Slate consacré à l'actualité internationale, à la géopolitique, avec le concours de Alain Frachon, qui est éditorialiste au Monde. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Marie. Et moi je suis Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Christophe Caron, qui est le rédacteur en chef et qui d'ordinaire anime Le Monde devant soi, n'est pas là aujourd'hui, mais rassurez-vous, il sera là pour le prochain numéro de la semaine prochaine. Nous allons nous consacrer aux États-Unis. Actualité oblige, car est intervenu un événement historique au sens propre du terme, c'est-à-dire la condamnation de l'ancien président Donald Trump à l'unanimité du jury sur 34 chefs d'accusation déclarés coupables. Avant donc que le juge ne prononce sa sentence, c'est la première fois qu'un ancien président est condamné au pénal aux États-Unis. Donc c'est un événement en lui-même assez considérable qui devrait influer sur l'élection présidentielle prévue à l'automne. On verra exactement dans quelles conditions, mais d'ores et déjà, il faut remarquer que, évidemment, Donald Trump, sa défense a toujours été de considérer que c'était un procès politique, que tout cela était manipulé par Joe Biden. Bien sûr, il faut rappeler que le jury, qui est un jury de 12 personnes, a été sélectionné par les deux partis. Et donc, dans la composition du jury est intervenue l'équipe de défense de Donald Trump et qu'ils ont validé ce jury. Donc, on peut difficilement considérer que le jury est soupçonnable dans ce système. Voilà, pour cette précaution étant prise. Alain, est-ce qu'on peut considérer que la donne change aux États-Unis avec cette condamnation, ou bien est-ce que ce qui s'est produit jusqu'à présent, les attaques contre Donald Trump sont plutôt de nature à le renforcer? Mais là, c'est quand même la justice. Alain Frachon. Je crois qu'il faut revenir un peu sur les charges retenues contre lui. Elles peuvent lui valoir 4 ans de prison. Donc ça serait la peine maximale. Mais grosso modo, il a fallu un très long travail de la part du parquet de New York, de l'accusation, pour venir à bout de 34 délits comptables, falsification des comptes de la société et autres manipulations financières de la société Trump, de la Trump Organisation, pour de l'argent destiné à une personne, Stormy Daniels, qui était une call girl avec laquelle il avait eu une relation avant l'élection de 2016, même 10 ans avant, mais qui menaçait de révéler l'affaire, et 2 autres femmes. Et donc, derrière ces 34 délits de falsification et manipulation de documents d'une entreprise, il y a au fond une charge, ça revient à une charge qui donne son aspect criminel à cette affaire, c'est en empêchant ces gens de dire qui vous étiez vraiment, c'est-à-dire un coureur invétéré, alors que vous essayez de présenter aux électeurs l'image d'un homme qui était enfin stabilisé dans son 3e mariage, alors que vous faisiez campagne au moment même où votre femme venait d'accoucher. Vous ne vouliez pas, et vous vous êtes organisé pour ça, vous ne vouliez pas qu'on sache que cette image-là n'était pas la bonne, ou en tout cas qu'elle était ternie par d'autres aventures. Ce ne sont pas les aventures qui sont jugées, c'est à la fois les manipulations comptables et c'est à la fois leur dessein. Et leur dessein, c'était de ne pas faire savoir aux électeurs qui était vraiment Donald Trump. Et d'ailleurs, dans son réquisitoire, le procureur a cette phrase, « Cet ensemble de manipulations destinées à rémunérer des gens pour qu'ils se taisent, cet ensemble est l'une des contributions les plus précieuses que quiconque ait fait à la campagne Trump, et c'est peut-être ce qui a permis à Trump d'être élu. » C'est ça le cœur du jugement. Est-ce que ça change la donne sur le plan politique ? Je crois qu'il n'y a qu'une seule certitude, c'est que ça n'avantage pas Trump, ça ne lui donne aucun avantage. Les inculpations, notamment 3 autres inculpations criminelles, beaucoup plus graves d'ailleurs que celle-là, les inculpations ont resserré le noyau dur de ses électeurs derrière sa personnalité. C'est-à-dire que le noyau dur est uni par les inculpations, le noyau des fanatiques, ce qu'on appelle les fanatiques MAGA, mais qui dominent le parti républicain, Make America Great Again, qui est le slogan de Trump. Ce noyau dur, voilà, lui, il va pas changer. Il va pas bouger, il va considérer que ça s'est passé à New York. À New York, c'est les communistes, sur la côte Est, donc c'est une justice truquée. Et Trump a fait la bêtise de qualifier les jurés de pourris et le juge de corrompus,
Or, c'est le juge qui va donner la peine. Et donc, il l'a ouvertement insulté, le juge Juan Mechan. Donc voilà, je crois que ça ne peut faire qu'une seule chose, peut-être marginalement, mais c'est important puisque c'est une élection qui se jouera à la marge, qui est de décourager les électeurs indépendants, dont l'un et l'autre des candidats ont besoin pour emporter la mise, de décourager les électeurs indépendants, de balancer de son côté dans les 6 États où ce sont ces électeurs qui balancent d'un parti à l'autre qui font la différence. Donc je crois que ça ne l'avantage pas, il va continuer à faire campagne, il a le droit de continuer, et il reste avec un socle très solide d'électeurs républicains derrière lui. Alors il faut qu'on rappelle aussi qu'il y aura d'autres inculpations, on y reviendra tout à l'heure, de la même façon qu'il y a une possibilité d'appel. Donc une fois prononcée la condamnation qui interviendra je crois le 11 juillet prochain, il pourra en effet faire appel. Ce qui me surprend toujours, de plus en plus d'ailleurs, c'est que à la faveur de cette condamnation, le leader des Républicains à la Chambre des représentants aurait pu prendre ses distances et dire, quand même, on ne va pas... Alors, le terme consacré en américain, c'est felon. Felony, ça veut dire il est criminel. un convicted felon, c'est-à-dire un criminel convaincu d'être un criminel. Dans une affaire criminelle, voilà. Donc, du coup, je pense que vraiment c'était une occasion à ne pas rater pour les Républicains de se détacher de Trump et de reprendre leur liberté ou de reprendre leur faculté de jugement qui semble assez obscurcie depuis que Trump est dans les parages. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Le leader de la Chambre des représentants a au contraire attaqué le jugement en disant c'est une honte, etc. Et donc au contraire, c'est aussitôt à renforcer en quelque sorte son soutien à Donald Trump. De la même façon que un certain nombre de donateurs ont afflué pour lui donner de l'argent pour qu'il puisse continuer sa campagne. Ça, pour moi, c'est un mystère assez épais, comment les républicains peuvent... Alors, il y a le noyau dur électoral, certes, mais je parle des instances du parti, de ceux qui réfléchissent, de ceux qui peuvent être amenés à gouverner si un candidat républicain l'emporte. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que est à venir quand même une affaire encore plus grave, qui est l'affaire du Capitole. Mais est-ce qu'elle viendra à temps avant l'élection? On n'en sait rien. Mais l'affaire du Capitole, c'est quand même que Donald Trump, ancien président, était un quasi-putschiste. Enfin, c'était un homme qui était au bord du coup d'État, si ce n'est dans les premières manœuvres d'un coup d'État. Donc là encore, c'est une bonne raison de la part des élus républicains de s'en détacher. Et ce n'est pas ce qui risque de se produire, Alain. Non, c'est comme si... le Parti républicain continuait cette espèce de lente dérive qui commence il y a une trentaine d'années vers la formation d'un parti populiste, ultranationaliste, isolationniste, et qui ne ressemble en rien à ce que nous avons connu avant. Donc, si vous voulez, c'est une véritable transmutation de ce parti. On pourrait prendre marqueur par marqueur ce qui faisait la marque du Parti républicain. Eh bien, c'est tout le contraire de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ils ont eu l'occasion. C'est la deuxième fois que les républicains ont l'occasion de se débarrasser de Trump. La première fois, c'était le 6 janvier 2021, au lendemain de cette tentative de putsch légal, si on peut dire, alors que Trump refuse de reconnaître la victoire de Joe Biden, eh bien, il convoque ses partisans au cœur de Washington et il leur dit « Nous allons marcher ensemble vers le Congrès et nous allons empêcher la certification du vote, c'est-à-dire une sorte d'imprimature finale donnée par le Congrès au vote des électeurs américains. Nous allons l'empêcher et demander à ce qu'il y ait une réélection dans un certain nombre d'États, ce qu'on revote. » Et c'est là qu'il y a cette sorte d'assaut ou d'émeute contre le Capitole. 6 morts, plusieurs dizaines de blessés, plusieurs millions de dollars de dégâts. Eh bien, au fond, le lendemain, les républicains sentent que c'est le moment ou jamais de se débarrasser de lui. Ils hésitent, ils le condamnent. Et puis, une semaine se passe, ils regardent les sondages. Trump reste toujours aussi populaire au lendemain de ces événements du 6 janvier, et là, toute la direction républicaine, lâchement, oubliant ce qu'est le leadership politique, qui ne consiste pas forcément à suivre systématiquement toutes les velléités des électeurs, eh bien, se range à nouveau derrière lui. Là, même scénario, il est condamné par 12 jurés, comme vous l'avez rappelé, qui sont nommés
Communément, par l'accusation et par la défense, il est condamné sur 34 délits, l'ensemble formant une accusation criminelle. Eh bien, ils ont l'occasion, c'est tout le contraire. Mike Johnson, le leader de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, où les républicains dominent de très peu, mais ils dominent quand même, se range derrière Donald Trump et insulte la justice de New York. Et on peut penser que ça sera la même chose. Entre-temps, celle qui avait osé défier Trump avec pas mal de succès lors des primaires, Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, eh bien, en même temps, elle s'est déjà rangée, il y a une dizaine de jours, derrière Trump, et va rester rangée derrière Trump, alors que les républicains avaient l'occasion de se dire, on va pas aller à la convention en juillet, à Milwaukee, pour donner notre imprimature, entériner la candidature officielle de Donald Trump à quelqu'un qui est condamné dans une affaire criminelle. Certes, il a fait appel, le jugement en appel n'interviendra pas avant les élections du 5 novembre, et donc voilà la situation. Je crois que ça résume le fait que ce parti assume cette transmutation, ne reviendra pas en arrière et se transforme de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a maintenant un grand parti ultranationaliste, populiste, j'appelle populiste au sens où qui lance des boucs émissaires responsables de toutes les pathologies de la société et qui fonde la politique sur des fantasmes plutôt que des réalités et qui s'appelle le Parti républicain, mais qui n'est plus le Parti républicain. La deuxième question que vous posiez, c'est celle des 3 autres inculpations criminelles, qui sont autrement plus graves que celle-là. Un jugement qui aura lieu à Washington sur l'émeute du 6 janvier 2021, donc c'est le plus grave. La prise d'assaut du Capitole. Voilà, la prise d'assaut du Capitole, exactement. Un autre jugement qui aura lieu, lui, à Miami, en Floride, pour vol et recel de documents confidentiels dans son manoir hispano-mauresque de Mar-a-Lago. Et la troisième, c'est une inculpation criminelle, mais pas au niveau fédéral, c'est au niveau de l'État de Géorgie, alors qu'il a essayé de manipuler les résultats de l'élection en Géorgie. Il a essayé d'obtenir 11 000 voix, je pense. Voilà. Voilà. Il a une conversion. Il appelle le haut fonctionnaire, qui est un républicain d'ailleurs, responsable du dépouillement des suffrages en Géorgie. Il lui dit, écoute, tu peux bien me trouver 11 000 voix. Avec toutes les listes que tu as, tu vas me trouver 11 000 voix. On annulera l'élection en Géorgie et je dois la gagner. Et ce haut fonctionnaire républicain a dit, non, enfin, vous vous rendez pas compte, monsieur le président, parce que la conversation est enregistrée. Vous vous rendez pas compte, c'est impossible ce que vous me demandez. Ces 3 inculpations criminelles attendent un jugement de la Cour suprême. C'est-à-dire qu'elles ne donnent pas lieu à procès tant que la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur une requête que lui a soumise Donald Trump. Donald Trump a demandé à la Cour suprême de dire, écoutez, appelez les gens à marcher sur le Capitole, ce que j'ai fait le 6 janvier, ça entre dans le domaine qui est couvert par mon immunité présidentielle. Ça fait partie de mon travail de président. Je pense que ces élections ont été tronquées. J'appelle les gens à venir faire pression pacifiquement devant le Congrès. Ça fait partie de mes prérogatives de président et de ma liberté d'expression. Et donc, ça fait partie de mon immunité. Et on attend le jugement de la Cour suprême. La Cour suprême avait 2 possibilités. Soit elle suivait un précédent jugement qui venait d'intervenir d'une cour d'appel, qui unanimement a déclaré que cela ne relevait pas de l'immunité présidentielle, que ce qu'a fait que le discours que tient Trump, où il demande à ses partisans de marcher sur le Congrès, ne relève pas de l'immunité présidentielle. Certes, il est encore président. On est en janvier, mais vous savez, c'est ce délai entre le jour de l'élection, en novembre, et puis vers le 20, la fin du mois de janvier, qui marque le jour de l'entrée du président à la Maison-Blanche. Donc il est encore président, avec toutes les prérogatives aussi du président. Donc la Cour d'appel a unanimement rejeté la demande de Trump en disant non, juridiquement ça tient pas la route. La Cour suprême avait la possibilité de suivre la Cour d'appel, auquel cas cela laissait le temps au déroulement d'un procès sur le 6 janvier à Washington.
Et ça n'a pas eu lieu. La Cour suprême savait très bien qu'en disant « nous allons examiner ça, nous allons voir si ça rentre, si c'est conforme à la Constitution, aux antécédents, aux précédents, etc. Nous allons voir tout ça. Ça va prendre du temps, tellement de temps que s'il y a un procès, il ne peut avoir lieu qu'après les élections. » Et il en va de même pour l'affaire de Géorgie, et il en va de même pour l'affaire de Floride. C'est pour d'autres raisons, mais pour l'affaire de Floride. Autrement dit, il y a toute une partie de la machine judiciaire qui a arrangé les affaires de Trump en empêchant que les 3 poursuites criminelles les plus graves aient lieu avant les élections, laissant à Trump l'espoir d'être élu et de s'autogracier en ce qui concerne les 3 inculpations criminelles qui ont été formulées contre lui. Il faut rappeler à ce stade que la Cour suprême est totalement dans la main de Trump, puisque la majorité de la Cour suprême a été faite par des nominations qui sont celles de Donald Trump. Donc il savait très bien qu'il avait besoin de ce point d'appui, et de fait, les gens qu'il a nommés sont au rendez-vous de ce qu'il souhaite. En fait, il a nommé 3 juges, ce qui est exceptionnel. Et c'est avec ces 3 juges qu'il a formé une majorité ultra-conservatrice. Mais on a appris pire depuis ce jour-là, c'est que 2 juges conservateurs, nommés par des précédents présidents, le juge Alito et le juge Thomas, étaient des militants trumpistes. La femme du juge Thomas a participé à la préparation du 6 janvier. Elle était dans le comité. Et quant à la femme du juge Alito, autre juge conservateur, grand juriste ultra-conservateur, elle avait, dans le jardin de leur maison de campagne, mis à l'envers le drapeau des États-Unis, ce qui était un signe d'adhésion à la thèse de l'élection volée. Et donc, si vous voulez, moi, depuis que j'observe les États-Unis, depuis 1974, je n'ai jamais vu des gens qui sont censés être véritablement les vestales impavides de la Constitution se comporter ostensiblement de manière aussi partisane et dégrader la crédibilité et l'image de la Cour suprême. En termes de climat, ça rappelle ce roman de Philip Roth qui s'appelle « Complot contre l'Amérique », qui a été d'ailleurs adapté au cinéma et qui évoque l'hypothèse où c'est le camp fasciste américain avec Lindbergh à sa tête qui l'emporte et donc qui déroule un petit peu toutes les conséquences que cela comprendrait. Et donc ça évoque irrésistiblement l'épisode Trump. Donc c'est assez glaçant et c'est presque les prolégomènes d'une ambiance de guerre civile aux États-Unis. Donc il y a en effet de quoi s'inquiéter. Ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que si on compare avec la campagne électorale de 1940, où il y avait Roosevelt côté démocrate, finalement ce n'est pas Lindbergh qui aura l'imprimatur républicain, c'est un autre. Mais Lindbergh à l'époque est pro-nazi. Il personnifie ce courant américain, absolument. Il ne faut surtout pas que les États-Unis entrent dans la guerre. Ça serait une absurdité d'entrer dans la guerre en Europe. Et là, nous avons Donald Trump, qui est radicalement opposé à la poursuite du soutien militaire américain à l'Ukraine, et qui est ouvertement pro-Poutine. Et qui, en règle générale, est plus pro-Poutine, oui, absolument. Donc, et il y a 2 autres éléments qu'il faut intégrer dans ce paysage qui est assez sinistre. C'est d'une part que Donald Trump ne sera pas le même s'il est réélu. Ce ne sera pas le Donald Trump amateur, brouillon de son premier mandat. Ce sera quelqu'un qui l'écrit d'ailleurs et qui le dit, animé d'un esprit de vengeance. Et donc animé d'un esprit de vengeance vis-à-vis des hauts fonctionnaires qui sont à Washington ou qui sont dans les nominations fédérales, et vis-à-vis aussi de son adversaire Joe Biden. Et donc on doit s'attendre au pire, parce qu'en même temps il avait soutenu, je ne sais pas si vous en souvenez, les suprémacistes blancs et ainsi de suite. Donc c'est un homme vraiment animé par l'esprit de vengeance qui risquerait de revenir au pouvoir. Ça, je pense que c'est un élément qu'il faut absolument avoir en tête lorsque l'on regarde le scrutin américain à venir. S'il arrive au pouvoir et qu'il installe une forme de démocratie illibérale, personne ne pourra dire qu'il n'était pas prévenu. Parce que Trump s'avance à visage découvert. Oui, et puis la dernière fois, il était un peu seul. Là, cette fois, il a des équipes autour de lui qui travaillent, et qui travaillent dans ce sens-là, dans un sens d'un virage carrément autoritaire de la démocratie américaine. Et qui ont écrit un document, Projet 2025, dans lequel ils veulent considérablement renforcer les pouvoirs du président, sans changer les textes de la Constitution, mais renforcer considérablement la prépondérance politique de l'exécutif, et notamment de son chef, le président, afin de sortir des mécanismes habituels de pouvoir et contre-pouvoir de la démocratie américaine. Et son modèle, et ils le disent ouvertement, le modèle, c'est Viktor Orban.
En mars encore, Viktor Orban, où est-ce qu'il est au mois de mars? Il est chez Donald Trump à Mar-a-Lago pour l'aider à peaufiner ce projet de prépondérance du chef de l'exécutif Viktor sur Orban le qui reste. navigue entre Trump et Poutine. Voilà, qui Comme ça, les choses sont claires. Les choses sont claires. Et donc, il y a ce texte qui a été fait avec l'aide d'une fondation conservatrice, la fondation Heritage, qui s'appelle Projet 2025, qui est un projet d'un autre type de gouvernance qu'il souhaite pouvoir installer s'il gagne les élections présidentielles sans changer la Constitution, mais ils veulent changer complètement les pratiques de la démocratie américaine, qui est toujours un jeu subtil, laborieux, compliqué de pouvoir et contre-pouvoir entre les trois branches de ce qu'on appelle en Amérique. En Amérique, on appelle le gouvernement 3 branches. Il y a l'exécutif, le Congrès représentant le législatif, et puis le judiciaire, et au sommet du judiciaire, la Cour suprême. Et dernier élément qu'on peut évoquer, Donald Trump, avant même d'être réélu éventuellement, pèse déjà sur un certain nombre de décisions qui sont très importantes. Par exemple, on peut avoir la conviction que Vladimir Poutine, tout simplement, s'agissant de l'Ukraine justement, attend la réélection de Trump pour pouvoir, passer un deal avec lui, que Netanyahou attend de la même façon la réélection de Trump pour pouvoir sortir de la pression qu'exerce actuellement le gouvernement de Joe Biden sur Israël et sur le cours de la vie israélienne. Donc on a déjà quelqu'un qui influence, et sans parler d'autres acteurs ici ou là qui vivent dans l'attente et le souhait qu'il soit réélu. Et donc ça pèse déjà sur la vie internationale et sur nos vies, y compris ici en Europe. Absolument, on en a eu récemment un exemple, assez terrifiant d'ailleurs, il a fallu attendre 6 mois que Trump, qui n'est rien sur le plan politique, c'est un ancien président, mais il n'a aucun mandat électif, il n'est pas membre du Congrès, il n'est rien dans la machinerie gouvernementale américaine en ce moment, mais Trump, par l'influence qu'il exerce sur son parti et notamment sur les élus, a mis 6 mois avant d'accepter que la Chambre des représentants, dominée par les républicains, vote la dernière tranche de soutien militaire à l'Ukraine. Et s'il n'y avait pas eu ce délai de 6 mois, il n'est pas sûr que les Russes auraient réussi la percée que l'on connaît actuellement autour de la ville de Kharkiv, au nord de Kiev. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui à partir de cette nouvelle, donc encore une fois de cette information historique, qui est la condamnation, le fait d'avoir déclaré coupable un ancien président des États-Unis, coupable au pénal, en attendant le jugement lui-même, et en attendant de voir si l'électorat américain se sent au contraire solidaire, ou bien, à l'inverse, est-ce qu'un certain nombre d'électeurs dits indépendants, qui font la décision en fait dans les États clés, est-ce qu'ils vont être incités à se détacher de Donald Trump? Donc on verra tout cela. Alain, vous êtes éditorialiste au Monde. Quel est le thème de votre éditorial cette semaine? Eh bien, écoutez, j'ai fait un éditorial pour dire qu'une condamnation détournerait probablement un certain nombre d'électeurs de Trump, mais qu'en attendant, le reste des institutions américaines, le Congrès, notamment à la Chambre des représentants, comme la Cour suprême, avaient failli à leur mission en permettant qu'un homme comme Donald Trump, après l'émeute du 6 janvier, puisse être à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Oui. Ça aussi, c'est un grand mystère et un nouveau visage de l'Amérique qu'on ne pouvait vraiment pas anticiper et qui est pour le moment, assez glaçant. Merci donc Alain Frachon, merci Jean-Marie de nous avoir prêté attention. Je vous renvoie pour ce qui me concerne à un excellent podcast qui s'intitule Mémoire d'un monde, dont la 2e saison vient de commencer, qui est à la fois une recension de l'histoire politique du pays, couplée ou sous le regard du journal Le Monde, dans cette période-là. Merci donc. Couvrant quelle période cette fois-ci? Cette fois-ci, nous commençons dans les années 90. Et nous irons évidemment plus loin. Merci en tout cas et à très bientôt. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.